Il pensa à lui-même, c'est dommage, parce qu'elle serait veuve pendant longtemps après que Lee l'ait aidé. Elle le remercia et l'invita pour le thé, mais en entendant des toux de l'intérieur, notre protagoniste décida de ne pas rentrer. Il lui dit qu'il la visiterait la prochaine fois. En s'éloignant de chez sa voisine, il reçut un appel attendu de la famille Song. Ils voulaient se rencontrer et discuter, et notre protagoniste accepta. Maintenant, nous voyons Lee quitter sa maison et être accueilli par Misu. Elle lui demanda s'il allait travailler parce qu'il était habillé si formellement. Il lui dit qu'il avait une réunion et complimenta son apparence alors qu'il partait à vélo. Madame Zhou a commencé à trouver notre protagoniste intéressant. À la résidence du Longevity Club, nous avons vu Esser Song arriver. Son fils a suggéré la prudence et peut-être l'envoi de quelqu'un en premier, mais le vieux Song a insisté pour faire confiance à la famille Wong et aller de l'avant. Sun a accepté à ce moment-là. Ao est sorti du manoir et les a invités à entrer, en leur informant qu'ils ne pouvaient pas amener leur garde du corps. Initialement réticents, ils ont accepté de suivre les règles établies par Ao. À l'intérieur, le seigneur Song a remarqué la grandeur des lieux et s'est demandé si Lee en était propriétaire. Lee leur a assuré de ne pas douter des capacités de son patron et a mentionné que Lee offrait quelque chose au-delà de l'argent. Ils sont entrés dans une grande pièce où un marchand thaïlandais les attendait. Lee est rapidement allé droit au but, demandant s'ils étaient prêts à payer le prix. Ils ont accepté, et notre protagoniste leur a rappelé que cela devait être un 5e de leur richesse annuelle. Lee a commencé à utiliser son pouvoir, submergeant le vieux Song. Le vieux Song pensait que Lee contrôlait le temps lui-même, regardant vers le bas sur ce monde. Ensuite, il a dit au jeune Song de remettre l'argent à notre protagoniste. Le jeune Song aurait pensé que c'était une blague, étant donné le prix astronomique s'il n'avait pas été informé par les Orang. Lee lui a présenté le contrat de temps et lui a dit de le signer, en insistant sur le fait que personne ne pouvait arrêter l'échange une fois qu'il l'aurait signé. Sans hésitation, le vieux Song a dit qu'il avait compris et l'a signé sur place. Ensuite, le vieux Song a commencé à ressentir des changements dans son corps, une sensation qui se développait dans sa poitrine et un énorme choc à travers son cœur. Il n'a pas pu rester debout et le jeune Song l'a rattrapé avant qu'il ne tombe. Le jeune Song, inquiet, a commencé à demander à notre protagoniste ce qui se passait, mais Lee, les mains dans les poches, a simplement souri avec confiance. Le vieil homme a arrêté de se tordre de douleur et s'est senti mieux que jamais, appelant cela un miracle. Le jeune Song regarda Lee avec admiration, se demandant à propos de ses pouvoirs. Notre protagoniste leur a dit que la transaction était terminée et qu'ils devraient partir. Ensuite, ils ont reçu un appel de Ao, qui les escorterait. Ils ont d'abord regardé Lee puis se sont regardés l'un l'autre, pensant que c'était une expérience folle. Alors qu'ils étaient escortés, ils ont remercié Ao de leur avoir montré le chemin. Après être montés dans la voiture, le jeune Song voulait confirmer avec le vieux Song si cela avait vraiment fonctionné et s'il se sentait mieux ou différent. Le vieil homme a confirmé que cela avait fonctionné, affirmant que la santé qu'il ressentait ne pouvait venir qu'avec le temps. Il a également exprimé son incrédulité car il n'avait jamais pensé qu'il était possible pour les gens de manipuler le temps, quelque chose considéré comme intouchable par les humains. Ensuite, il a dit au jeune Song de transférer immédiatement l'argent exactement. De retour au Longevity Club mentionné précédemment, notre protagoniste était soulagé qu'une autre transaction se soit bien déroulée et que l'argent gagné les aiderait à se détendre un peu. Lee a ensuite demandé des nouvelles de la progression de notre protagoniste dans sa formation et notre protagoniste était heureux. Sachant qu'il s'était entraîné très dur, même si cela n'avait duré que 10 jours, grâce au temps accéléré, qui équivalait en fait à des années d'entraînement, il ressentit un changement visible en lui. Il était maintenant un homme différent, beaucoup plus fort qu'avant. Notre protagoniste rit et posa une main sur l'épaule de Ao, exprimant son impression face aux progrès accomplis par Ao. Il l'appela même frère, ce qui émut Ao émotionnellement. Les deux hommes allèrent ensuite voir Robert pour constater ses progrès. Ils le trouvèrent recroquevillé, regardant une émission de télévision. Ao le réprimanda gentiment pour être un fainéant, mais Lee était plus préoccupé par les progrès réalisés avec la base de données. Robert leur a informé que 70% de la base de données contenant des informations sur les personnes les plus riches du monde était terminée. Il avait également mis à niveau le programme comme demandé, ce qui nécessitait d'infiltrer plus de la moitié d'Internet sur Terre pour obtenir ces informations. De plus, sa compréhension de la culture et de la langue chinoise s'était améliorée. Robert leur a montré le programme, mais notre protagoniste a remarqué que la conception de l'interface était caricaturale et l'a remise en question.
Robert, dans son excitation, a expliqué comment il avait amélioré la sécurité des téléphones des membres, distrayant Lee de la conception de l'interface. Ensuite, il a placé notre protagoniste dans le fauteuil et lui a demandé d'essayer le nouveau moteur de recherche qu'il avait créé, qui filtrait les résultats en fonction des besoins spécifiques. Lee l'a essayé et a été fasciné par la sophistication de l'outil. C'était précis et rapide, et il a apprécié la conception de l'interface. Il a commenté que cela représentait bien la culture, tandis que Robert protestait et affirmait que sa conception était. Dans la scène suivante, nous avons vu une femme à l'hôpital, chantant une chanson triste tout en cousant, semblant avoir peu de temps à vivre. Nous avons appris qu'elle chantait souvent de telles chansons mélancoliques et que les autres patients dans la même chambre d'hôpital savaient qu'elle avait un cancer en phase terminale. Au cours d'une discussion sur sa situation, notre protagoniste est apparu et a arrêté le temps. Il s'est présenté et a invité la femme malade au Longevity Club. Initialement surprise, la femme a finalement succombé à son état dépressif et lui a dit que même si on pouvait prolonger sa vie, elle ne croyait pas que cela changerait grand-chose pour elle. Elle ne voit pas l'intérêt. Elle explique qu'à travers sa maladie, elle a été témoin des bons et des mauvais aspects du monde. Elle n'a aucun désir de continuer et veut juste terminer son travail final avant de mourir. Elle ajoute que si elle peut l'aider avec cela, ce serait d'une grande aide. Notre protagoniste pense à lui-même que sa réaction à sa mort imminente est assez différente des autres et il la trouve particulière. Cependant, il croit qu'elle valorise vraiment son travail. Il lui dit que puisqu'elle n'est pas perturbée par sa mort imminente, il essaiera quelque chose pour voir si sa perspective sur la vie pourrait changer. Lee commence alors à utiliser ses pouvoirs pour localiser et ralentir les cellules tumorales de 15 fois. Il considère cela comme un petit cadeau pour elle et l'encourage à l'accepter. Maintenant, nous la voyons respirer lourdement mais avoir l'air étonnamment en bonne santé, avec ses cheveux entièrement repoussés. Elle n'y croit pas et commence à pleurer, espérant que ce n'est pas juste un rêve. Notre protagoniste sourit et la rassure en disant qu'elle est la bienvenue. Lee la complimente, l'appelant une designer talentueuse et soulignant comment son apparence saine a revigoré son travail. Elle confirme que son travail a changé quand elle a appris sa maladie terminale, ce qui a modifié sa perspective. Elle exprime le souhait que sa maladie ait progressé plus rapidement pour que les autres se souviennent d'elle comme de la belle personne qu'elle était avant la maladie. Frustrée, elle remercie abondamment notre protagoniste pour ce qu'il a fait. Lee sait qu'elle est prête et lui demande une fois de plus si elle rejoindrait son Longevity Club, à quoi elle répond passionnément. Plus tard, nous voyons Miss Tan complètement guérie de la tumeur et travaillant activement sur quelque chose dans le manoir du Longevity Club. Elle est responsable de l'image et de la conception du club, une responsabilité importante aux yeux du public. Miss Tan présente une nouvelle conception de l'interface à notre protagoniste. Lee est impressionné par la rapidité avec laquelle elle s'est adaptée et il est vraiment satisfait de la nouvelle conception. Robert, en revanche, n'est pas aussi enthousiaste, sachant que sa conception attrayante a été rejetée. Notre protagoniste demande à Ao de prendre le téléphone pour le remettre à la famille Song, comme ils l'ont fait avec la famille Wong. Bien que la famille Song compte 2 membres officiels, notre protagoniste se demande quel genre de relation ils auront. Il spécule que cela pourrait impliquer une compétition pour les points, ce qui l'intrigue. À ce moment-là, il reçoit une notification selon laquelle le 130e membre a rejoint le chat de groupe. Une conversation s'ensuit dans le chat concernant pourquoi le président Orly ajoute de nouveaux membres au club si rapidement. Plusieurs faux comptes contribuent à différentes explications pour convaincre les vrais membres du groupe. L'un d'eux dit, peut-être que le président veut réintégrer le monde après tant d'années. Un autre dit, c'est pour donner de l'espoir de vie à plus de gens. Il rit en lisant toutes ces fausses conversations. Notre protagoniste pense à quel point Robert est intelligent pour avoir inventé ces choses. Alors qu'il regarde son téléphone avec satisfaction, il reçoit un appel de l'un de ses anciens collègues de travail de sa vie avant qu'il n'acquiert son pouvoir. Le collègue demande s'il a offensé quelqu'un d'important car certaines personnes ont posé des questions à son sujet. Ils ont même obtenu des informations personnelles confidentielles, ce qui suggère qu'ils ont de bonnes relations.
Skalik, le collègue, appelle en faveur de Lee car il sait que Lee l'a aidé par le passé. Il met en garde Lee car les personnes qui le cherchent semblent vraiment dangereuses. Le collègue de Lee demande ensuite s'il était impliqué dans des activités illégales, et notre protagoniste l'assure que toutes ces activités étaient légales, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Lee remercie son ancien collègue pour l'avertissement, et il raccroche. Notre protagoniste a alors un dialogue interne, se demandant qui sont ces gens qui le cherchent. Jusqu'à présent, il n'a travaillé qu'avec les familles de Magna, et ils ont un contrat contraignant. Les familles Song et Wong n'oseraient pas faire quelque chose comme ça, donc cela doit être quelqu'un d'autre. Puis il se souvient que cela doit être cette célébrité dépassée, et il réalise également qu'il a négligé à quel point il est facile de trouver des informations sur lui. Lee va ensuite voir Robert et lui en parle, et il veut qu'il trouve quelqu'un pour enquêter plus avant. Robert trouve que c'est une excellente occasion de tester leur nouveau système Sky Eyes. Maintenant, dans la scène suivante, nous voyons Miss Manzi avec un homme suspect. Elle lui parle de la façon dont la famille Song lui a conseillé de ne pas chercher à se venger, même si des personnes influentes la soutiennent. Ensuite, nous les voyons vérifier des documents contenant des informations sur notre protagoniste et Miss Yang. Miss Manzi, avec un air d'arrogance, dit « Tout le monde sait sous la protection de qui elle est, alors comment cela pourrait-il arriver ?» Elle est stressée et se sent méprisée. L'homme suspect suggère que, étant donné que cela implique la famille Song, ils doivent procéder avec prudence et recueillir plus d'informations sur la relation entre les Song et notre protagoniste. Miss Mens, gagnant en confiance grâce à toutes ces informations, dit qu'elle fera payer notre protagoniste. Il n'y a aucune chance qu'elle ne cherche pas à se venger, elle est déterminée à s'assurer qu'il paie pour ce qu'il lui a fait. Pendant qu'ils ont cette réunion, nous voyons une caméra enregistrer tout, et maintenant nous apprenons que c'est notre protagoniste et son équipe qui les espionnent, surveillant à travers cette caméra. Lee est agacé et se demande pourquoi Miss Manzi ne pouvait pas simplement laisser tomber. Il pense que cela ne fera que compliquer les choses pour elle. À ce moment-là, Robert dit à Lee qu'il a trouvé des informations sur le grand homme avec qui Miss Mens traite. Il s'avère qu'il est un acteur important. Son nom est Zhou Anyang, et il est le propriétaire du groupe North Metro Industries, une entreprise de développement immobilier et d'investissement stratégique avec des propriétés dans le monde entier. Anyang est un super magnate avec de nombreuses propriétés. Robert ajoute qu'il a également de nombreuses amantes, y compris des rumeurs de relations avec des actrices comme Zhao Manzi, qu'il soutient financièrement. Robert trouve que ce type n'est pas une bonne personne et est connu comme un éviteur de mort notoire dans les cercles immobiliers. Il n'est pas si courant que les entreprises échouent parce qu'elles ne peuvent pas récupérer leurs dettes auprès de lui. De plus, son fils, Wu Peng, a fui après un accident de délit de fuite alors qu'il conduisait sous l'influence. Il a même combattu la police, c'était un vrai fauteur de troubles. Leur entreprise, North Metro Industries Group, a démoli une propriété privée pendant son développement, enterrant un couple âgé vivant alors qu'ils étaient encore à l'intérieur. Il y a également des accusations selon lesquelles Anyang aurait menacé une étudiante en lui disant que si elle ne l'accompagnait pas, elle serait tuée. Robert dit ensuite qu'il y a beaucoup plus, et que toutes ces informations sont cachées et ne peuvent pas être trouvées sur l'Internet ordinaire. C'est une information inaccessible au grand public. Notre protagoniste lui dit d'arrêter de chercher plus d'informations sur lui. Il en a assez entendu et il est clair qu'ils ont affaire à une personne avide et sans cœur. Bentley dit à Robert de continuer à les surveiller et de le prévenir immédiatement s'il entend quelque chose d'important. Lee pense que ce Anyang est rusé car même avec toutes les méfaits qu'il a commis, la loi ne l'a pas rattrapé. Cela doit être une personne très puissante. Maintenant, nous voyons comment, lors de l'entraînement avec l'instructeur, il pense que s'il pouvait seulement vaincre l'entraîneur, il obtiendrait son approbation. Il saute donc rapidement sur lui puis fait un virage brusque pour dérouter l'instructeur. L'instructeur pense à quel point Ao a progressé, mais ce n'est toujours pas suffisant car il esquive apparemment son attaque sans voir que c'était juste une diversion. Ao parvient à jeter l'instructeur en l'air juste au moment où Ao pensait avoir gagné. L'instructeur parvient toujours à atterrir sur ses pieds néanmoins. L'entraîneur complimente ses efforts et lui conseille de ne jamais laisser son adversaire se relever après l'avoir déjà mis à terre. En voyant ce combat, notre protagoniste s'effondre en louant l'amélioration étonnante de Ao. Il poursuit en disant qu'instructeur Zhang l'a vraiment bien entraîné.
Il s'excuse également d'avoir interrompu leur séance d'entraînement et demande s'il peut emprunter Ao pendant un moment car il veut discuter d'un certain sujet avec lui. Ensuite, à l'extérieur, l'entraîneur complimente une fois de plus ses progrès. Mais Ao, comme s'il était déçu de lui-même, lui dit qu'il n'a toujours pas pu vaincre l'instructeur et qu'il n'est toujours pas assez fort. Notre protagoniste dit ensuite à Ao qu'il a une tâche pour lui. Ao, se tournant attentivement vers lui, demande ce qu'il pourrait faire pour lui. Lee lui dit froidement qu'il a besoin de lui pour tuer quelqu'un. Ao est laissé paralysé en entendant cela, se demandant s'il devra vraiment tuer quelqu'un. Alors que Ao réfléchit à ce qu'il vient d'entendre, notre protagoniste remarque la détresse sur son visage et lui dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter car cette fois il sera avec lui. Il dit ensuite à Ao de le rencontrer à la bibliothèque dans 7 heures et de bien se préparer pour cela. Avant de se rencontrer, Ao s'excuse et part, tandis que notre protagoniste pense que cette fois-ci, Ao ne semble pas aussi calme qu'il le pensait. Lee pense que si Ao voit du sang, ce qu'il est obligé de voir, il pourrait éprouver une barrière psychologique. S'il ne peut pas la surmonter, la valeur de Ao diminuera considérablement et tout le dur travail de Lee ne servira à rien. Tout sera gaspillé. Notre protagoniste est préoccupé, espérant que Ao ne le décevra pas. Ensuite, lorsqu'Ao revient dans ses quartiers d'entraînement, l'instructeur l'accueille en lui lançant un rocher. Mais il remarque alors une énergie différente chez Ao. C'est presque comme s'il y avait une intention meurtrière derrière cela. Quelque chose est étrange chez lui. Maintenant, nous voyons Ao prendre une douche et essayer de se convaincre de ce qu'il doit faire. Il a tellement travaillé dur pour ce moment, donc il doit faire ce qui est attendu de lui. Il ne peut pas échouer maintenant. C'est sa mission d'être une arme dans les mains de son maître et de tuer chaque fois qu'on lui ordonne de le faire. Ensuite, il va au lit et sort un couteau de dessous celui-ci, disant que cela devrait suffire pour cette mission. Nous le voyons toujours en conflit à ce sujet mais beaucoup moins. Il semble que toutes les auto-convaincantes du père ont fonctionné. À la bibliothèque, notre marchand de temps attend Ao à son arrivée. Lee lui demande s'il est prêt, à quoi Ao répond positivement. Mais il semble qu'il soit plein de détermination et qu'il se soit débarrassé de tous les doutes et les insécurités qu'il avait auparavant. Il semble qu'il ait pris sa décision à ce sujet. Lee commente l'état de Ao, et Ao dit simplement d'une manière déterminée qu'il se sent bien. Maintenant, nos gars sont au café, passant en revue les détails de la mission. C'est la première mission de ce genre pour Ao. Lee accélérera son temps 100 fois pour que même toute surveillance qu'il pourrait avoir ne puisse pas le rattraper. Il dit ensuite à Ao à propos des gardes du corps qui protègent Zhang Yang, en le mettant particulièrement en garde contre 2 d'entre eux. Ces 2 gardes du corps suivent Zhang Yang depuis qu'il était simplement un gangster dans les rues. Ao confirme qu'il comprend sa mission et qu'il ne laissera personne en vie. Lee explique que le manoir Anjing est assez proche du café, et qu'il l'attendra là-bas après avoir terminé son travail. Ao est confiant à ce sujet et dit qu'il peut déjà considérer cela comme fait. Notre protagoniste utilise ensuite son pouvoir pour accélérer le temps. Alors que le temps accéléré se stabilise, Ao court simplement dans la direction de sa mission. Pendant ce temps, notre protagoniste sort du café, regarde le ciel nocturne et dit d'un ton dramatique que la lune est belle, mais c'est dommage que Han Yang ne puisse plus la voir. Dans la scène suivante, nous voyons 2 gardes parler quand quelque chose passe juste devant eux. Ils remarquent quelque chose mais n'ont aucune idée de ce que cela pourrait être, alors ils l'ignorent simplement en disant que si c'est quelque chose, alors les chiens qu'ils ont à l'arrière peuvent s'en occuper. Leur sens de l'odorat est bien meilleur, et ils mentionnent que ces chiens sont vraiment assoiffés de sang et agressifs. En fait, ils étaient si agressifs qu'ils ont mangé un enfant qui s'amusait avec Anjing. À ce moment-là, nous voyons un chien comme s'il remarquait quelque chose. Le chien se lève et commence à regarder autour de lui quand Ao, surgissant de nulle part et avec une vitesse fulgurante, projette le chien au sol et prend le contrôle de la situation. Son couteau traverse son crâne. Le sang éclabousse toute la maison du chien. Le chien n'a même pas eu la moindre chance. Les gars, je sais que ces chiens étaient utilisés pour tuer des gens. Donc, ils sont comme des chiens meurtriers assoiffés de sang et ils méritent de mourir. Mais je ne me sens pas bien en regardant les chiens mourir. Qu'est-ce qui se passe, mec? Pourquoi ne pouvait-il pas utiliser un robot ou quelque chose comme ça? Quoi qu'il en soit, Al pense que cette augmentation de vitesse est trop magique. Cela rend les choses tellement plus faciles.
À l'intérieur du manoir, deux hommes qui semblent être les gardes du corps de Han Yang parlent de choses aléatoires. Lorsqu'Al arrive, il a l'air menaçant et déformé par l'effet de temps accéléré. Il dit qu'il a trouvé la première cible. L'un des gardes voit Al sous cette forme et commence à intimider l'autre gars. Il crie qu'il a vu un fantôme. Mais avant qu'il puisse réagir, il se fait trancher. L'autre gars recule, ne sachant pas ce qui se passe. Al saute rapidement vers le deuxième gars et lui tranche la gorge. Il lui dit d'être silencieux et que tout sera bientôt fini. Maintenant, Al part à la recherche de la dernière cible, Han Yang lui-même. Il le trouve dans l'une des chambres, dormant dans un lit avec une femme à côté de lui. Al ouvre silencieusement la porte et entre dans la chambre où Han Yang dort. Il se tient au-dessus de lui lançant un regard de mort. Il a l'air d'un fou avec sa détermination à accomplir cette mission et à rendre son patron heureux. Nous voyons ensuite Al toujours dans le manoir, examinant certains documents qu'il a trouvés dans la chambre de Han Yang. Han Yang est mort à l'arrière. Il a accompli la mission et assassiné sa cible. Mais il regrette de lui avoir donné une mort si rapide. Il lui dit qu'il fera mieux lorsqu'ils se verront la prochaine fois en enfer. Ao a trouvé un tas de photos de filles exploitées. Il a ensuite mis ces photos dans un sac et a quitté les lieux. De retour au café, alors que notre protagoniste attendait patiemment le retour de Ao, il arrive, mettant le sac avec les documents et disant qu'il a accompli la mission avec succès. Il a récupéré tous les documents et informations qu'on lui avait ordonné de trouver, et il a même trouvé beaucoup de matériel de chantage qu'il avait sur d'autres personnes. Lee le complimente ensuite pour avoir terminé la mission et lui demande comment il se sent après avoir vu du sang. Ao dit qu'il va bien, mais notre protagoniste voit toujours une certaine incertitude dans son comportement. Il pense à lui-même que Ao a besoin de plus de temps pour s'habituer à ces choses. Ensuite, espérant pouvoir changer sa perspective pour l'aider un peu, il lui dit qu'il n'a pas besoin de porter autant de fardeaux mentaux pour ces types de personnes. Il lui dit que ces personnes font des choses terribles qui sont complètement hors de portée de la loi, et qu'il est naturel pour elles de recevoir un tel résultat. Pour conclure son point, il dit à Ao que la mort de ces personnes n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Il ajoute également que Ao devrait arrêter d'y penser et se reposer pendant quelques jours, et qu'il lui donnera une récompense bien méritée pour avoir si bien accompli la mission. Alors que notre protagoniste part, Ao réalise peut-être le point que Lee faisait. Vous voyez, pour ces gens avec qui Han Yang jouait, sa mort pourrait ne pas être une si mauvaise chose. Le lendemain au manoir du Longevity Club, dans la salle d'entraînement, Ao se présente et défie l'instructeur à un combat. L'instructeur se demande pourquoi il n'a pas pris un repos plus long pour lui-même et fait une blague qu'il vient juste d'obtenir une autre raclée. Ao lui dit que si ses os se cassent, Ao peut les faire repousser rapidement, mais s'il rouille, il perdra toutes ses compétences. L'instructeur est vraiment heureux de ce que Ao a dit et lui dit ensuite qu'il ne lui fera pas de cadeau. Il commence à se battre, et Ao, maintenant plus féroce que jamais, parvient à donner un coup de pied à l'instructeur, l'envoyant au sol pour la première fois de sa vie. Le coach, après avoir été repoussé comme ça, commence à réfléchir à la façon dont Ao est soudainement devenu si fort. Il voit une détermination pure dans ses yeux, quelque chose qui lui manquait auparavant. Même ses coups de pied sont devenus beaucoup plus forts, et il semble avoir finalement réussi à surmonter ses barrières mentales. Après la fin du combat, nous voyons l'instructeur et Ao à l'extérieur. L'instructeur, admettant sa défaite, lui dit qu'il lui doit maintenant un dîner, comme convenu. Ao rit de cela, se frottant la partie blessée. L'instructeur dit qu'il n'a jamais vu personne s'améliorer aussi rapidement et se demande si c'est grâce à notre protagoniste. Pour éviter les questions inutiles, Ao lui dit simplement qu'il s'est entraîné davantage et que c'est tout ce qu'il y a à dire. Ensuite, l'instructeur le regarde sérieusement, remarquant un changement chez Ao, et lui demande comment cela s'est senti de le faire pour la première fois. Sentant un choc, un frisson parcourt le corps de Ao lorsqu'on lui pose cette question. Ao répond que certaines choses sont mieux laissées sans réponse. Mais ensuite, remarquant la situation des 10 étapes, Ao lui dit naïvement qu'il voulait dire comment cela se sentait de le vaincre pour la première fois. Il lui dit qu'il devient trop arrogant et est prêt à y aller pour la deuxième fois. Ao accepte, et l'instructeur, agacé par la confiance supplémentaire qu'il a, lui dit qu'il reprendra la victoire là où elle appartient. Ensuite, le lendemain, nous voyons une femme chercher Han Yang. Elle a quelque chose à faire avec lui et a besoin qu'il signe quelque chose. Alors qu'elle traverse le manoir, elle remarque qu'il n'y a pas de garde du corps.
La maison est orientée pour des affichages qui sont protégés 24 juillet. Elle continue à le chercher jusqu'à ce qu'elle tombe sur les corps sans vie des gardes du corps, ce qui la fait tomber sur le dos en criant de peur. Ensuite, nous voyons la maison devenir une zone d'enquête pour la police. Il conclut qu'ils ont tous été tués en une seule frappe et de la même manière, ce qui signifie que l'assassin était très professionnel et savait ce qu'il faisait. Curieusement, l'un des inspecteurs note qu'après avoir effectué une enquête détaillée, les 4 personnes, y compris le chien, sont mortes presque en même temps. L'autre inspecteur est vraiment choqué par cette information. L'un d'eux dit qu'ils sont au moins à quelques mètres les uns des autres, et même si le coupable a couru en ligne droite, cela lui prendrait plus d'1 minute. Il pense que cela pourrait ne pas être l'œuvre d'une seule personne, mais plutôt d'une équipe de tueurs professionnels. Il demande ensuite les caméras de surveillance et si l'une d'entre elles a capturé quelque chose qu'ils peuvent utiliser. L'inspecteur apprend que la famille Zo a déjà pris les images et pense que la police ne devrait plus s'en mêler. De retour chez notre protagoniste, Robert révèle également cette information à Lee, mais Lee dit qu'il ne se soucie pas que la famille Zhao prenne les images. Ils ont déjà beaucoup d'ennemis sur le marché des affaires, et maintenant ils ont eux-mêmes de puissants alliés. Maintenant, dans la mauvaise maison, nous voyons une réunion se tenir sur l'incident qui s'est produit avec notre protagoniste et Miss Yang. Ils sont tous conscients que Miss Sunny prend déjà des mesures pour ne pas en rester là où elle en était au mariage. Ils savent à qui elle est connectée et qu'elle a insisté pour qu'Anyang enquête sur notre protagoniste. Ce comportement les agace car il va à l'encontre de leurs intérêts. Monsieur Lee présente une grande nouvelle opportunité pour eux, une chance à la vie elle-même, et ses pouvoirs doivent rester cachés pour leur bien. Il connaissait déjà son identité actuelle, qu'il pense être juste une identité. Il s'est donné pour cette période, mais cela n'a pas d'importance. Il réalise ce qu'ils doivent faire. Le vieil homme, Orang, se lève et dit qu'ils doivent aider notre marchand thaïlandais à couvrir cet incident avec la mort de Hong Jiang et également garder son identité cachée, quoi qu'il arrive. Nous voyons un personnage très sérieux et sombre de la famille Orang prendre personnellement cet ordre. Entendant tout cela, notre protagoniste s'exclame en victoire que c'est exactement ce à quoi il s'attendait. Même s'il n'a rien fait contre les fuites d'informations, ses alliés le couvriraient car c'est dans leur propre intérêt. Tout ce qu'ils ont à faire maintenant est de s'asseoir, de se détendre et de récolter les bénéfices. Après tout, ils ont fait leur part, et maintenant c'est à leurs alliés de terminer le travail qu'ils ont commencé. Au lieu du frère de Han Jing, ils discutent de leur propre enquête. L'un de ces hommes dit qu'ils avaient enquêté sur les images de la maison, mais qu'ils avaient simplement trouvé un ensemble bizarre d'événements qui se produisaient et qu'ils ne pouvaient pas vraiment expliquer. Il suggère qu'il regarde les images lui-même pour comprendre ce qu'ils disent. Sur les images vidéo de la surveillance, il voit d'abord Hong Jiang mourir simplement sans voir aucun agresseur. Il est simplement jeté en l'air puis projeté au sol déjà mort sans aucune explication logique. L'homme dit alors que c'est ainsi que tous les autres meurent aussi, sans apercevoir aucun meurtrier. Mais ensuite l'homme continue que s'ils ralentissent les images 10 fois, il voit quelqu'un debout ou quelque chose là-bas. Parce qu'ils sont à la limite en termes de ralentissement, la vitesse de cet intrus doit être d'une proportion impensable. Il en conclut que l'assassin de Hong Jiang est un être qui existe dans un espace-temps différent. Ayant entendu cela, le frère de Hong Jiang, Junior Zhao, est complètement pétrifié, pensant à quel genre de personne son frère a fréquenté. La femme, probablement une ancienne assistante personnelle du défunt Hong Jiang, pourrait avoir des informations utiles à ce sujet. Elle continue en disant que tout cela a commencé avec l'amoureux de Hong Jiang, et cela rend Junior Zhao vraiment curieux. Il lui ordonne de tout lui dire ce qu'elle sait à ce sujet et de ne rien laisser de côté. Après avoir appris les événements, Junior Zhao est choqué que le chef de la famille Song, même malade, soit sorti pour aider des jeunes hommes moyens. L'ancienne assistante de Han Jing lui dit en outre qu'il a même dit qu'elle ne devrait pas penser à se venger car elle ne serait pas capable de faire face aux conséquences. Junior Zhao est confus par toute cette situation et veut vraiment savoir pourquoi Holman Orang respecterait autant un inconnu. Il est également furieux en pensant qu'une femme a utilisé son frère pour ses propres besoins égoïstes. Brosse, imaginez simplement sa perspective. Il voit un gars ordinaire inconnu qui a le soutien des familles les plus puissantes du monde, et ensuite son frère meurt mystérieusement d'une force surnaturelle.
Il pense probablement que c'est une sorte de fantôme, certainement un fantôme. Quoi qu'il en soit, revenons à l'histoire, il ne peut pas se débarrasser de ce sentiment que l'accent devrait être mis sur ce jeune homme que Seigneur Iran a protégé et pourquoi il l'a fait. L'assistante ajoute qu'avant l'incident qui s'est produit au mariage, il n'avait aucune idée de qui était ce gars. C'est presque comme s'il était sorti de nulle part. L'autre gars dit qu'il a trouvé quelque chose d'intéressant et potentiellement utile. Les familles Ourang et Song ont été actives ces derniers temps dans une mesure telle que même certains membres inactifs ont commencé à bouger, apparemment en travaillant sur quelque chose de mystérieux. Cela rend Monsieur Zhou curieux quant au chef de la famille Ourang et à son âge. L'homme lui dit qu'il est un homme de 98 ans et qu'il était rumeur qu'il était sur son lit de mort et allait mourir d'une maladie quand tout à coup il est devenu bien portant et actif. En regardant les photos récentes du seigneur Song et du seigneur Ourang, il conclut que ce n'est pas ainsi que les gens mourants ressemblent. Ils semblent trop vivants. C'est comme s'ils étaient soudainement devenus en bonne santé. Monsieur Zhao, en connectant les points, pense aux vieux hommes qui refusent de mourir et à la personne qu'ils protègent avec tout ce qu'ils ont. Il se demande donc s'il peut vraiment s'opposer à cette personne alors que le sentiment écrasant que cette affaire dépasse son salaire l'atteint. Il ordonne aux autres d'arrêter de travailler sur cette affaire et de la laisser là. La femme assistante, prise au dépourvu, commence à protester, oubliant sa place. Elle dit qu'il ne devrait pas laisser l'enquête ici. Ister Zeda, avec une expression menaçante sur son visage, se tourne vers elle et les autres présents pour la réunion. Il leur dit que chaque mot prononcé dans cette pièce reste dans cette pièce, sinon ils seraient tous traités sans pitié, et c'est sa décision finale. Monsieur Zhou pense que cela ne vaut tout simplement pas la peine de s'attaquer à quelqu'un soutenu par deux grandes familles jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de s'en occuper. Pour l'instant, ils ne peuvent que faire semblant que rien ne s'est passé, et nous ne pouvons que prier pour que les familles Ourang et Song n'enquêtent pas plus loin et ne s'en prennent pas aux gens de Hangjiang dans la capitale. Maintenant, nous apprenons que Robert écoutait tout et entendait tout ce qui était dit lors de cette réunion tout en grignotant ses collations. Il dit que Li avait raison tout le temps. En présence d'un pouvoir inconnu, même les personnes les plus puissantes auront peur de faire des mouvements erronés. Il pense que travailler pour notre protagoniste est vraiment intéressant tout en appréciant la situation. Robert reçoit une notification indiquant que son système a détecté un talent de niveau 10, qui est une personne répondant à des exigences très spécifiques, en particulier en ce qui concerne leur utilité. Robert ne peut pas croire ce qu'il voit car il connaît cette personne. Il dit que c'est le gars des manuels scolaires. Robert informe immédiatement Li de cela. Notre protagoniste le reconnaît également, c'est Tang Xiaoroi. Nous apprenons que Monsieur Tang a renoncé à une chance de meilleures conditions de vie à l'étranger et est revenu dans son pays. Il a contribué énormément dans le domaine de la biologie, avec ses contributions en immunologie, virologie et immunologie à nouveau. On pourrait dire que la moitié des étudiants du pays sont ses disciples. Notre marchand du temps pense qu'il n'y a personne comme lui. Il dit ensuite à Robert et Au de préparer les informations le concernant car il rendra visite personnellement à Monsieur Tang. Cette opportunité ne peut être manquée. À l'hôpital où Monsieur Tang est hospitalisé, notre protagoniste demande à une infirmière l'emplacement exact de Monsieur Tang, faisant semblant d'être son étudiant, non pas parce que c'était son plan, mais elle l'a amené commodément. Elle lui indique où il se trouve et où se trouve ce qu'elle croit être ses autres camarades de classe. Pendant ce temps, une femme dit aux étudiants qu'ils ne pourront pas voir Monsieur Tang pour une raison quelconque et que leur visite doit être reportée à un autre jour. Les étudiants ne semblent pas s'en soucier et disent même à la dame qu'ils sont là au cas où elle aurait besoin d'aide concernant Monsieur Tang. Juste au moment où les étudiants partaient et disaient au revoir à la dame, notre protagoniste se fait prendre en train de se faufiler dans la chambre de Monsieur Tang par cette dame. Elle demande à Li s'il est là pour rendre visite à Monsieur Tang également, mais elle pense en elle-même quand il est arrivé tout d'un coup. Nous apprenons maintenant que la petite fille de Monsieur Tang est présente, et elle dit à notre protagoniste que le médecin a dit que Monsieur Tang ne se sent pas bien aujourd'hui et ne pourra pas recevoir de visiteurs. Li fait semblant de comprendre Elsa et dit que, dans ce cas, il ne rentrera pas. Mais ensuite, alors qu'il est juste devant la chambre avec les portes ouvertes, il jette un coup d'œil à Monsieur Tang et allume son pouvoir, lui fournissant des informations sur la durée de vie de Tang et d'autres informations connexes. Nous voyons que cet homme est vraiment, vraiment vieux.
Il a 102 ans. Nous voyons un côté différent de notre protagoniste maintenant, quelque chose que nous n'avions pas vu auparavant. Lee pense qu'une personne aussi grande que Tang ne devrait pas mourir ici, et que cela n'a pas d'importance si c'est pour son gain personnel ou pour le monde, il veut qu'il survive. Mais il est également curieux de savoir ce que Tang pense de cela. Un peu plus tard, nous voyons Tang se réveiller avec sa petite fille qui dort à côté de lui à son chevet. Il dit alors que son temps est venu et que la chose la plus difficile pour lui à abandonner est elle, Tang Fan, sa petite fille. Il met ensuite sa main sur sa tête en pleurant et dit que c'est elle et ses étudiants qui sont sa plus grande fierté, et qu'il veut toujours la voir grandir et fonder une famille, mais qu'il n'a plus le temps, et c'est une grande honte. Ensuite, il entend une voix venant du côté qui l'appelle. Il se retourne et voit notre protagoniste, qui lui dit alors qu'il peut attendre pour dire ces choses après que mademoiselle Tang se réveille car il lui reste encore beaucoup de temps. Le vieil homme Tang, dans un état de choc, demande à notre protagoniste. Il voit maintenant que Monsieur Lee utilise déjà son pouvoir pour ralentir le temps pour eux. Il explique ensuite à Tang qui il était ce qu'il fait. Dan ne peut pas croire qu'une telle chose existe dans le monde, comme un vendeur de temps. Notre protagoniste lui parle ensuite d'un club de longévité et de ses 3 objectifs, protéger la Terre, faire progresser la technologie et réaliser l'évolution humaine. Il révèle comment il l'a trouvé grâce à sa base de données mondiale pour certaines personnes et comment il est venu ici pour l'inviter, dans ces derniers moments, à rejoindre son club de longévité. Le vieux Tang accepte de rejoindre à une condition, il ne doit jamais trahir son peuple et son pays. Il dit qu'il préfère mourir plutôt que de faire l'une de ces choses. Notre marchand thaïlandais est heureux de ces conditions et lui dit qu'il est d'accord avec lui et promet de ne jamais le faire faire l'une de ces choses. La pièce se remplit de lumière alors que nous voyons notre protagoniste utiliser son pouvoir. Nous apprenons que l'un des motifs et perspectives de notre protagoniste dans la vie est que le dicton « les bonnes personnes ne semblent jamais vivre assez longtemps, mais les mauvaises personnes ne semblent jamais mourir » n'est pas quelque chose qu'il veut croire. Il choisit de ne pas croire en des choses comme celle-ci. Il utilise donc son pouvoir pour prouver que ce n'est pas le cas. Tang est une bonne personne, et il vivra parce qu'il veut qu'il reste en vie. Maintenant, nous voyons Tang respirer lourdement, disant qu'il se sent comme si quelqu'un avait injecté de l'énergie dans son corps. Notre protagoniste lui dit qu'il a ramené son état corporel à l'âge de 99 ans, et il lui dit également que s'il devait marcher dans ce monde en tant que vieil homme en bonne santé, cela susciterait probablement des soupçons. C'est pourquoi il lui a donné un an de vie pour l'instant. Comprenant rapidement ce que Lee suggérait indirectement, Tang lui dit qu'il comprend et qu'il organisera ses funérailles et se fera une nouvelle identité pour pouvoir rejoindre le club de longévité de Lee. Notre protagoniste est heureux d'entendre cela et dit qu'il n'attendait rien de moins de sa part, car il est une personne très intelligente. Juste avant que notre protagoniste ne parte, Tang l'arrête pour lui rappeler la promesse qu'il a faite concernant ses conditions. Lee lui dit qu'il est Chinese dû et qu'il ne devrait pas s'inquiéter à ce sujet. Le lendemain matin, la petite fille de Tang, Fanfan, se réveille et voit son grand-père debout et en bonne santé. Elle est choquée par cela et court l'embrasser. Elle est tellement heureuse qu'il se soit rétabli, et elle dit qu'ils étaient tellement inquiets pour lui. Mais ensuite, Tang change l'ambiance dans la pièce et lui dit qu'il voulait juste voir le soleil du matin une dernière fois et qu'il n'a plus de temps. Elle est laissée perplexe par cela, car il semble aller beaucoup mieux. Puis une pensée lui vient à l'esprit, il pourrait s'agir d'une sorte de lucidité terminale, qui survient généralement lorsqu'une personne est sur le point de mourir, où il y a un retour inattendu de la clarté mentale et de la mémoire qui survient soudainement peu avant la mort. Mais elle ne peut toujours pas croire que c'est ce qui se passe réellement. Dans la scène suivante, nous voyons la famille de Tang rassemblée autour de lui comme pour dire leurs derniers adieux. Ensuite, le vieil homme, Tang, leur dit qu'après sa mort, il veut qu'une petite partie de son argent d'héritage aille à eux, et que le reste soit donné à des installations de recherche professionnelles. Il dit que des enfants comme Feng Feng ne sont pas leur espoir pour l'avenir, et qu'ils ne devraient pas juger leur capacité par leur âge. Pendant qu'il disait cela, Feng Feng pleurait tout le temps, elle semble vraiment aimer son grand-père. Un Tang plus âgé a dit cela, et son fils est tombé à genoux, lui disant qu'il n'est toujours pas à ce stade et que son projet pourra le sauver. Mais le vieil homme Tang répond avec un ton très dur, disant que son projet est encore incomplet et qu'il ne devrait pas oser faire quelque chose qui va contre sa morale. Il dit qu'il ne lui pardonnerait même pas après sa mort.
Son fils, en entendant ces mots, devient vraiment triste et commence aussi à pleurer, disant qu'il va lui manquer. Ensuite, Tang met simplement sa main sur la tête de son fils et s'excuse de ne pas avoir passé plus de temps avec eux, au lieu de consacrer toute sa vie au pays. Tang leur dit ensuite qu'ils sont la meilleure chose qu'il ait laissée pour leur pays et qu'il est fier d'eux. Mais maintenant, il doit se reposer car son temps est écoulé. Il dit ensuite à son fils Boyan qu'il doit avoir une conversation avec lui seul. Après que Boyan soit resté seul avec le vieil homme Tang, Tang lui dit que ce dont il a besoin de lui, c'est de régler sa procédure de sortie dès que possible et de trouver l'oncle de Boyan et de lui faire un certificat de décès. Tang Sun est vraiment abasourdi par cette demande, car il n'est pas sûr pourquoi on lui demanderait ces choses. Mais avant qu'il puisse former des pensées et des questions appropriées, Tang continue qu'après cela, il devrait l'envoyer à sa vieille maison dans sa ville natale car quelqu'un viendra le chercher là-bas. Et après tout cela, il dit à son fils que si quelqu'un demande à son sujet, il devrait simplement leur dire que le vieil homme Tang a été incinéré. Boyan est visiblement encore plus confus qu'avant. Il lui dit qu'il ne comprend pas, mais Tang lui dit qu'il y a beaucoup de choses qu'une personne moyenne comme lui ne pourra jamais comprendre, sans parler d'être capable de les expliquer en quelques phrases de ce qui se passe. Tang lui dit ensuite qu'il doit garder tout cela secret et ne jamais le révéler à personne. Ensuite, son fils devient très sérieux, comprenant le fardeau qu'il vient de recevoir, et le rassure qu'il fera ce qu'on lui demande. Notre protagoniste se tient juste devant l'hôpital, méditant sur le fait que les descendants de Tang seront surveillés par leur grand-père qui n'est ni au paradis ni en enfer, mais ici même, quelque part sur terre. À ce moment-là, il reçoit un appel d'une dame que Li avait recommandée à elle. Elle a besoin de ses services. Notre protagoniste lui dit que ses services ne sont pas gratuits. Elle dit qu'elle en est consciente et est prête à payer n'importe quel prix pour son fils. Plus tard, nous voyons notre protagoniste attendre à la café pour la dame qui l'a appelée plus tôt. Elle arrive en taxi, et dès qu'elle entre dans le café, Li la remarque immédiatement. C'est Shen Yupin, une dame plus âgée habillée en vêtements de travail de concierge, ce qui attire l'attention du personnel du café et de leurs invités, car ce café est d'une certaine prestige. Disons simplement que les gens habillés comme elle, avec son apparence, ne sont pas les clients habituels de cet endroit. Quoi qu'il en soit, après l'avoir reconnue, notre protagoniste l'appelle et lui demande poliment si elle veut quelque chose, ce qu'elle refuse en disant que l'endroit est plutôt cher. Mais Li lui commande quelque chose quand même, montrant sa classe. Ensuite, alors qu'il s'assoit et qu'elle commence à parler de ses circonstances et de ses besoins, notre protagoniste utilise rapidement son pouvoir pour vérifier sa durée de vie et les choses connexes, juste pour voir ce qu'elle a à offrir en tant que personne ayant besoin d'argent. Un peu hésitante à parler de ce qu'elle demande, notre protagoniste rassure son scepticisme, car ce n'est pas quelque chose que les gens croient facilement. Ainsi, pour dissiper ses doutes, il accélère le temps 100 fois d'un claquement de doigts, ralentissant essentiellement tout autour d'eux. Alors qu'elle regarde autour d'elle, elle ne peut pas croire ses propres yeux. Le temps s'est arrêté pour tout le monde sauf eux deux. Alors qu'elle regardait autour d'elle, essayant de comprendre ce qui se passait, notre protagoniste va droit au but et lui dit que celui qui l'a recommandé lui a probablement parlé du prix de la transaction. Il lui demande ensuite combien elle est prête à payer. Cela lui rappelle le gars qui lui a parlé de notre protagoniste et comment il a eu de l'argent tout à coup pendant le temps où il lui a emprunté de l'argent. Donc, cela doit être une vraie affaire. Ensuite, la dame explique pourquoi elle a besoin d'argent, disant que son fils est un étudiant assez bon et a eu la chance d'étudier et de fréquenter l'université des sciences humaines et même d'étudier à l'étranger. Mais les frais sont trop élevés, et elle ne peut pas se le permettre avec l'argent qu'elle a. Elle ne peut pas non plus obtenir autant d'argent même si elle vendait son propre sang parce qu'elle ne veut pas être un fardeau pour son enfant. Li pense simplement que l'université est juste moyenne, autant qu'il sache. Madame Chan, avec une expression solennelle et une voix désespérée, demande à notre protagoniste combien vaut sa vie. Combien peut-elle la vendre? Li lui dit que c'est complètement à elle de décider en fonction de ce qui lui reste, soit 18 ans. En entendant combien de temps il lui reste, elle est surprise, comme si elle s'attendait à avoir une durée de vie différente. Li lui dit alors qu'elle devrait vraiment réfléchir à toute cette situation car tout ne sera pas aussi bon qu'elle s'y attend,
surtout quand il s'agit de la durée de vie d'une personne. Ce n'est pas une question à prendre à la légère. La dame pense alors qu'elle a plus de vie qu'il ne lui en faut et que tant qu'elle peut voir son fils réussir dans la vie, elle sera heureuse. Cette situation est difficile, de nombreuses mères sacrifient leur vie pour leurs enfants, même si c'est ce qu'elles font essentiellement toujours. Ce dilemme semble trop réel. Elle ne peut tout simplement pas permettre à son fils de vivre comme elle l'a fait. Elle décide alors de vendre une partie de sa durée de vie. Maintenant, nous voyons notre protagoniste devant un café, disant au revoir à la dame qui semble heureuse de l'accord qu'elle a obtenu. Nous apprenons qu'elle a vendu 10 ans de sa vie. Elle part, mais alors qu'elle s'éloigne de notre protagoniste, elle appelle son fils et devient vraiment excitée par l'argent qu'elle a finalement obtenu pour lui. Un peu plus tard, nous la voyons rencontrer son fils et lui donner tout l'argent, lui disant qu'il peut maintenant obtenir son diplôme universitaire et avoir un avenir brillant. Son fils est heureux de la nouvelle et lui fait savoir qu'une fois qu'il aura obtenu son diplôme, il aura un bon travail et pourra lui acheter tout ce qu'elle veut. En entendant cela, elle devient vraiment triste et commence à pleurer, sachant qu'elle ne vivra pas pour voir ce jour, probablement parce qu'elle a vendu sa durée de vie, ne lui laissant que 8 ans de vie. Son fils, étant un sale gosse insensible, se fâche contre elle en pleurant et lui dit d'arrêter de pleurer car ses amis pourraient voir. « Mon Dieu, vendez la vie de ce garçon maintenant pour racheter votre vie, madame, allez. » Elle lui dit alors que ce n'est pas grave et qu'elle le laissera à ses préparatifs d'examen. En partant, il appelle quelqu'un pour aller chercher les filles dans un endroit pour qu'elles aient une fête et il paiera tout. Maintenant, nous voyons que notre protagoniste a supervisé tout cela et pense à quel point ce gamin est terrible et qu'il lui donnerait une leçon. Si ce n'était pas pour sa mère, mais alors il ne peut pas intervenir. Pour lui, tout cela n'est que du business et rien de plus. Il ne devrait donc pas s'impliquer dans la vie de ses clients si cela ne concerne pas directement son entreprise. La scène suivante commence avec quelqu'un récitant un poème, les arbres font 1000 pieds de haut, les feuilles tombantes se posent sur les racines, ce qui signifie essentiellement que la personne retourne enfin sur sa terre ancestrale. Nous apprenons que la personne qui retourne chez elle est Tang. La petite fille de Tang mentionne que Deir est arrivé chez lui, puis nous voyons un petit groupe de personnes se rassembler devant une maison, entourant Tang. Il semble que même si la durée de vie de Tang a été prolongée, il est toujours un homme mourant et en est conscient. Il veut donc faire quelque chose qu'il n'a pas eu l'occasion de faire correctement auparavant en raison de son dévouement à son travail, dire au revoir à sa vie précédente. La petite fille de Tang dit à la foule qu'elle comprend comment ils se sentent, mais qu'ils doivent donner un peu d'espace à Olman Tang car sa santé n'est pas la meilleure en ce moment. Nous voyons Tang regarder autour de sa vieille maison, se remémorant les vieux jours. Il trouve une photo de lui et de sa défunte femme, disant qu'elle est restée jeune et qu'il est déjà un vieil homme pourri. Il dit que les gens disaient toujours qu'il n'était pas assez bon pour elle, mais maintenant il semble qu'ils avaient raison. Il pose ensuite sa tête sur la photo, disant qu'elle devrait l'attendre car ce n'est pas encore le moment pour lui. Olman Tang dit à son fils Boyan de sortir et de prendre soin de tout le monde car il veut rester dans la vieille maison tout seul et se promener. Sang accepte et lui dit qu'il fera venir Fanfan plus tard avec des médicaments. Lorsque les portes se sont fermées, Tang repensait à ce qui s'était passé à l'hôpital, pensant que cela aurait pu être un rêve. Et alors qu'il était plongé dans ses pensées, la voix de notre protagoniste est venue de l'autre côté de la pièce, disant qu'il était venu pour remplir leur contrat. Ensuite, il a demandé s'il était prêt, à quoi le vieux Tang a répondu avec confiance qu'il était prêt le jour où il est revenu dans son pays. Ensuite, le processus de signature du contrat a commencé. Plus tard, Fanfan est entré avec des médicaments pour le vieux Tang, mais il était introuvable. C'était comme s'il avait simplement disparu. Elle a été choquée par cela et est retournée chez son père et sa tante pour leur dire que le vieux Tang venait juste de disparaître au milieu. Dans un champ, nous voyons Tang, qui ne semble plus si vieux. Son nom de code est 04, et c'est un personnage scientifique érudit avec des capacités d'apprentissage de premier ordre parmi les êtres humains. Il s'est distingué dans des domaines pertinents, et son score de compétence actuel est un 10 parfait, car il satisfait tous les critères fixés par notre protagoniste. Son travail consistera à rassembler suffisamment d'informations pour que l'aîné accumule les connaissances appartenant à l'aîné. Son objectif ultime est de devenir le chef du département de biochimie du Longevity Club. Alors qu'il marche dans le champ, notre protagoniste le salue, notant qu'il a l'air vraiment bien.
Il pense que ces 10 années que la pauvre mère a vendues ont vraiment bien fonctionné. Tang lui dit que la nouvelle vie l'attend, il lui montrera le monde. Notre protagoniste, avec un sourire aux lèvres, lui serre la main et le souhaite la bienvenue au Longevity Club. Avec le vieux Tang à bord, le club semble prendre une forme appropriée et se développer en quelque chose de vraiment puissant. En tant que département de biochimie nouvellement fondé, nous voyons le vieux Tang et notre protagoniste discuter des nécessités du département. Lee commente que rien qu'en regardant la liste de ce dont Tang a besoin pour son département, cela semble vraiment cher. Tang lui dit d'une manière décontractée qu'il n'a pas vu le tableau d'ensemble. Il explique ensuite que depuis des millions d'années jusqu'à aujourd'hui, les étapes évolutives des êtres humains ont été divisées en 4 périodes particulières. Cependant, depuis plus de 10 000 ans, en plus de l'accumulation continue des connaissances, notre système psychologique a depuis longtemps cessé d'évoluer. Ce projet d'ingénierie de la vie est la clé pour débloquer toute l'évolution humaine, et c'est le tableau d'ensemble qui peut justifier n'importe quel coût. Les avantages qu'ils en tireront sont incommensurables en termes d'argent. Leur plan initial est de mandater une entreprise de chasseurs de tête pour recruter des scientifiques d'élite du monde entier, puis de créer une entreprise pharmaceutique. Ils pensent que c'est un projet à long terme qui pourrait prendre des années à réaliser. L'expérience qu'il a en tête est la première étape de ce plan à long terme. Pendant que Tang expliquait son plan, notre protagoniste pensait qu'il n'y avait aucun problème avec cela, car cela correspondait parfaitement au 3e ordre du club de la longévité. Dans le contexte de l'évolution de la vie, Lee croit qu'avec son soutien, il peut aider Tang à réaliser ses ambitions. Il assure à Tang qu'il soutiendra son projet d'ingénierie de la vie et qu'il est libre de faire ce qu'il veut. À ce moment-là, leur attention est attirée par l'instructeur qui se raclait la gorge, indiquant qu'il avait quelque chose à discuter avec notre protagoniste. Alors que la réunion entre Tang et Lee se termine, Lee demande à Tang de lister tout ce dont il a besoin, l'assurant de ne pas s'inquiéter des finances, car il s'en occupera. Il mentionne également qu'il contactera une entreprise de chasseurs de tête pour recruter les meilleurs talents pour le projet de Tang. Tang exprime sa gratitude et notre protagoniste quitte la pièce en fredonnant, laissant l'instructeur et lui seul. L'instructeur, Xiao, informe Lee que sa formation avec O est presque terminée et qu'il a déjà beaucoup appris. À partir de maintenant, c'est à O d'utiliser ce qu'il a appris comme guide pour l'amélioration personnelle. Soudain, l'expression de l'instructeur change et il commence à discuter d'un sujet différent. Il mentionne que pendant son temps d'entraînement avec Lee, il a remarqué que notre protagoniste n'était pas un homme ordinaire, bien qu'il ne soit pas sur des spécificités de leurs activités. Lee sent une opportunité et commence à réfléchir au recrutement de l'instructeur. Il croit que quelqu'un des forces spéciales réelles serait un ajout précieux à leur équipe. Avec la croissance de O, avoir l'instructeur à bord pourrait conduire à un progrès plus rapide et plus stable. Notre protagoniste a quelque chose en tête. Il a l'intention de recruter environ 1000 scientifiques, ce qui signifie qu'il devra changer certaines règles. Sans expliciter ses intentions, Lee remet 2 enveloppes à l'instructeur, lui demandant d'enquêter en profondeur. Il suggère de le considérer comme un test d'entrevue. L'instructeur, pris au dépourvu, accepte la tâche et prend les enveloppes. Lorsqu'il les ouvre et lit les noms des 2 clients, Sidai, le chauffeur de taxi, et Shen Zifeng, la femme de ménage qui a vendu son temps pour l'éducation de son fils, il est complètement choqué. Il réalise que cela doit être une organisation très puissante. Voyant notre protagoniste le regarder avec confiance, l'instructeur pense à lui-même que c'est le vrai Monsieur Lee, se révélant être partie prenante de quelque chose d'important. Avec un sourire sur son visage, il accepte la tâche et assure à Lee qu'il devrait déjà la considérer comme terminée. L'instructeur quitte rapidement les lieux. Notre protagoniste envisage le besoin de recruter plus de talents et d'élite pour travailler pour lui. Pour ce faire, il réalise qu'il doit rédiger un nouvel ensemble de règles plus strictes avec un meilleur système de protection sociale. Il décide de rédiger un autre contrat pour le personnel général, qui doit être distingué de ses employés principaux. De plus, il envisage de modifier la rémunération des employés principaux. Au lieu de récompenser le temps comme salaire, ils devront peut-être gagner du temps supplémentaire par différents moyens. L'expansion du Longevity Club nécessite ces changements clés. Dans un autre pays, dans un laboratoire,
des scientifiques discutent affaires avec l'administration. Alors qu'ils sont absorbés par la discussion, le téléphone d'un des scientifiques sonne. Il vérifie le message et voit qu'il provient d'une entreprise de chasseurs de tête à la recherche d'employés. Au départ, il le rejette en pensant que ce n'est pas la première fois qu'il reçoit de tels messages. Cependant, il remarque que ce message provient d'un laboratoire qu'il ne connaît pas. Il examine les questions d'entretien fournies et est surpris. Il reconnaît que ces questions ne sont pas ordinaires et se demande qui les a élaborées. Excité et intrigué, il envisage de rentrer chez lui immédiatement pour rencontrer l'expert derrière ces questions uniques, espérant avoir une chance de quitter son lieu de travail actuel.